Gary Becker, il a trouvé pas mal de situations auxquelles il a appliqué le raisonnement économique. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, donc je vais arrêter le partage parce que ça ne sert à rien. Même s'il y a la diapo, mais bon, les exemples que je vais vous expliquer, ils ne sont pas sur les diapos. Alors, donc, je disais, il avait commencé par l'économie, appliquer ça à l'économie de la famille. Alors, concrètement, prenez le cas, il avait parlé même du marché de mariage, hein, figurez-vous, il a parlé du marché de mariage. Et justement, hein, donc, je vous pose la question, est-ce que le choix de mariage, est-ce que c'est un choix économique? Est-ce qu'on peut le considérer comme un choix économique? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui. Car il y a du gaspillage d'argent. Alors, gaspillage d'argent, non, c'est pas ça. Je ne parle pas du choix, c'est-à-dire des dépenses lors du mariage, c'est-à-dire la fête de mariage ou pendant ou après le mariage. Je parle du choix du partenaire, c'est-à-dire lorsque tu veux te marier, eh bien, l'homme, il va choisir sa femme et la femme, il va choisir l'homme. Est-ce que c'est un choix économique? C'est un choix économique parce qu'on satisfait nos besoins avec le mariage. Alors, est-ce que j'ai dit ça, moi, ça tout à l'heure? Est-ce qu'un choix économique, c'est juste satisfaire ses besoins? Non, monsieur, c'est l'intégration. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Comment j'ai défini le choix économique? Attention, il faut être attentif. كيفاش عرفت أنا le choix économique? قلت لكم le choix économique lorsque on fait un choix dans une situation de rareté avec un coût d'opportunité. هذوما لي دو كريتير تنشوف واش عندي لا رارتي واش عندي كو دوبورتونيتي. الا عندي هادو بزوج راه عندي ان شوا ايكونوميك، الا ما عنديش راه ما عنديش un choix économique forcément. Alors, est-ce que le choix de son partenaire lors du mariage par exemple, avant je parle pas des dépenses pour la fête de mariage, هذوك تناوين secondaire, c'est pas ça qui nous intéresse. Le choix du partenaire, est-ce que c'est un choix économique? Non. Non, monsieur. Non. Alors, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas un choix économique? Dites-moi. Parce que monsieur n'a pas de rareté. Alors, il n'y a pas de rareté parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a une abondance. Il y a une abondance. Alors, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour se marier avec quelqu'un, est-ce qu'on choisit n'importe qui? Non, monsieur, Non. on choisit mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, il va chercher, ou la fille, il va chercher le bon partenaire, le bon mari, et le mari, il va chercher la bonne femme, n'est-ce pas? Oui, Alors, question, est-ce que le bon mari ou la bonne femme, est-ce qu'ils sont abondants? oui, Non. monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Je crois pas que c'est abondant. Parce que si c'est abondant, je crois que tout le monde il va se marier dès demain, n'est-ce pas? Si c'était aussi facile de trouver le bon partenaire, je crois que tout le monde il va se marier plus facilement. Mais une des grandes problématiques du mariage, que ce soit au Maroc ou d'autres pays, monsieur. voilà, il y a quand même une rareté de trouver le bon partenaire. Pourquoi? Parce que chacun il a ses besoins, il a ses préférences, il a ses particularités, et c'est difficile de trouver quelqu'un qui partage les mêmes goûts, les mêmes préférences, le même projet, la même vision. Vous voyez, hein? Donc c'est pas évident. Et d'ailleurs, tout le monde il se plaint de ça. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas mariés disent oui, je suis pas marié parce que j'ai pas trouvé la bonne partenaire ou le bon partenaire. Et pareil, ceux qui sont même mariés et qui peut-être ils ne sont pas très heureux dans leur ménage, c'est-à-dire dans leur couple. Ils te disent aussi la même chose, hein. Donc, je regrette de m'être marié avec cette personne parce que voilà, c'est pas la bonne personne pour moi. On n'est pas d'accord, etc. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup, voilà. Donc, en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de partenaires des deux côtés, mais le bon partenaire, c'est quand même rare. Le choix du partenaire, quand même, c'est un choix qui est économique. Donc, ça t'oblige effectivement à faire un choix difficile, ça t'oblige à supporter un coût d'opportunité. Parce qu'effectivement, hein, donc, quand je choisis un partenaire, ce n'est pas toujours parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
s'il a des qualités, d'accord, qui m'intéressent, bah, je dois aussi supporter le coût d'opportunité. C'est quoi le coût d'opportunité? Moi, les défauts d'Iaolo, n'est-ce pas? Donc, quand est-ce que le choix il est meilleur? C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Ou lorsque le coût d'opportunité il est très faible. Lorsque les défauts d'Iaolo, c'est-à-dire ils ne sont pas très difficiles à supporter. Donc, le coût d'opportunité il est très faible. Et donc, c'est un bon choix. Alors, bien évidemment, il n'y a pas quelqu'un qui a zéro défaut. Donc, que ce soit du côté des hommes, des femmes, chacun il a ses petits défauts. Mais pour faire le meilleur choix, tu dois choisir la partenaire ou le partenaire qui a le minimum de défauts possibles, c'est-à-dire les défauts qui sont supportables pour toi. Donc, le coût d'opportunité, donc tu as pris la bonne décision. Et donc, c'est un choix économique. Oui. Même si je suis d'accord, hein, donc attention, quand Gary Becker il dit que c'est un choix économique, ben non, un choix économique à 100%. كاين فيه واحد الشق في aspect économique ou un autre aspect qui est sentimental بطبيعة الحال. Voilà, il faut qu'il y ait une compatibilité entre les personnalités, etc. Je ne dis pas que le mariage c'est purement un choix économique. Je dis que c'est aussi l'aspect économique. C'est pas uniquement sentimental, c'est pas uniquement basé uniquement sur la comparaison des personnalités, etc. Mais l'aspect aussi économique. C'est ce qu'il nous dit Gary Becker, d'accord? Très bien. Alors, toujours à l'intérieur de la famille, pourquoi les femmes qui travaillent, ils ont moins d'enfants que les femmes qui ne travaillent pas? Le problème de temps. Voilà, donc les femmes qui travaillent, bien évidemment, ils ont moins de temps pour élever leurs enfants, c'est vrai, mais surtout le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité pour les femmes qui travaillent, il est très, très élevé. Si ils décident de faire 5 enfants, pardon, ou là 6 enfants, ou là 4 enfants, ça veut dire que le temps quand même, il va le consacrer à élever ses enfants. Donc, il ne peut pas aller au travail. Et s'il ne peut pas aller au travail, imaginons 6 000 dirhams par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, il va devoir sacrifier 6 000 dirhams parce qu'il ne peut pas aller travailler. Ça veut dire par an, combien il va sacrifier? 72 000 dirhams, 7 millions de centimes, plus de 7 millions de centimes. Ça veut dire que s'il reste juste 2 ans ou 3 ans à la maison sans travailler, alors il va perdre combien? 21 000 ou 22 millions de centimes. Donc, c'est énorme. Le coût d'opportunité d'élever un enfant, c'est énorme. Il a 3 ans. Mais là, 3 ans, ou pour 2 ou 3 enfants, tu multiplies par 2 ou par 3. Ça veut dire que 60 ou 70 millions de centimes qui sont sacrifiés. Sans parler l'argent qu'il doit dépenser pour élever l'enfant ou les 3 enfants. Donc, le coût d'élever un enfant, il est très, très, très élevé. Donc, bien évidemment, c'est plus intéressant. Il ne va pas renoncer à faire des enfants, mais il va faire un enfant ou 2 enfants maximum. Alors qu'une femme qui n'a pas de travail, qui n'a pas de boulot, le coût d'opportunité d'Yala, est très très faible. Par conséquent, donc, lorsqu'il va élever les enfants, il ne va pas avoir un coût d'opportunité très élevé. Il ne va pas sacrifier beaucoup de choses. Il n'a rien à perdre. Elle a le temps suffisant pour élever ses enfants. Et donc, ça explique pourquoi, justement, les femmes qui travaillent, à cause du coût d'opportunité, ils vont faire moins d'enfants, que les femmes qui sont au foyer, mais aussi parce que la rentabilité de l'investissement de l'éducation, s'il élève ses enfants, d'accord, l'éducation donc il ne peut pas faire beaucoup d'enfants, donc il doit le budget, donc il doit l'investir sur un enfant, 2 enfants. Ils vont être mieux éduqués que tu prends le même budget, tu les répartis sur 3 ou 4 enfants. Donc, il est plus intéressant de répartir le même budget sur 2 enfants ou là 1 enfant qui va lui permettre de faire des études à l'extérieur, à l'étranger par exemple. Il va faire ses études en France ou aux États-Unis. Donc, on a un diplôme qui a bien évidemment beaucoup plus d'impact. Ça va lui permettre d'avoir un salaire qui est plus élevé et donc ça va lui permettre de rentabiliser l'investissement de ses parents. Donc, c'est pour ça que voilà, la classe moyenne ou qui sont instruits, etc., ou un domaine de travail. Donc, le coût d'opportunité des enfants, c'est comptable à bizarre.
Donc, du coup, ils renoncent à faire beaucoup d'enfants. Et pour aussi rentabiliser avec l'investissement en termes d'éducation, donc ils choisissent de faire un enfant ou là 2 enfants au lieu de faire 3 ou 4. Contrairement aux gens qui sont pauvres, peut-être, là, un travail informel, ou la femme qui ne travaille pas, juste le mari. Donc, forcément, le coût d'opportunité de la femme n'est pas très élevé. Et donc, il peut faire beaucoup d'enfants, même si ce n'est pas un choix, bien évidemment, intéressant, parce que beaucoup d'enfants, ça veut dire beaucoup mauvais de choix, charges. monsieur. Donc, voilà. Et donc, ça fait beaucoup de dépenses. Donc, les enfants, ils ne vont pas profiter d'une éducation très élevée. يقدروا يمشيو حتى la licence ولكن ما يمكنش عندهم البودجي باش يصيفطوهم كاملهم على برا par exemple. Vous comprenez? Alors qu'avec un seul enfant, c'est plus facile. Avec 4 enfants, tu ne peux pas les envoyer tous les 4 alors que tu as peu de moyens. Et donc, vous comprenez, hein, voilà, la logique économique, le raisonnement économique, c'est le nombre d'enfants. Alors que quelqu'un d'autre, il va te dire, oui, il y a des chidi Allah, etc. Bien sûr, mais là, on est en train d'expliquer les choix des individus, d'accord? Alors, bien sûr, il y a des aspects qu'on ne peut pas contrôler, aucun des aspects qu'on peut contrôler, ou parmi les aspects, on a de l'aspect économique, d'accord? Parce que tu restes quand même libre de dire, voilà, est-ce que j'ai envie de, voilà, de dépenser autant d'argent à mes enfants ou pas. Donc, c'est des choix personnels. Ok. Alors, on regarde aussi cette différence en termes de nombre d'enfants, mabin le monde rural ou le monde urbain. Les femmes dans la campagne, ou les familles ont plus d'enfants qu'en ville. Pourquoi? Là, encore une fois, il y a une logique économique. La logique économique, c'est quoi? C'est que l'enfant en ville, elle est envoyée à l'école, n'est-ce pas? Pour faire des études, un travail, un salaire, etc., une meilleure condition de vie. Alors, pourquoi? Parce que ses parents, ils ont quand même en général les moyens de lui payer les études et donc de lui fournir quand même un cadre de vie qui est convenable. Par contre, dans la campagne, eh bien, l'enfant, le même enfant, il est considéré comme une force de travail, dire une œuvre. On n'a pas de machine, on n'a pas de tracteur, on n'a pas de moissonneuse, etc. Et donc, qui va faire le travail? Les parents, mais les parents tout seuls ne peuvent pas le faire, hein, ils vont être forcément fatigués. Donc, pour être aidés, ils vont faire des enfants. Et plus ils vont faire des enfants, plus ils vont avoir de force de travail. Et donc, ils vont pouvoir faire les tâches agricoles. Et donc, comme il est considéré comme une force de travail, eh bien, les parents, ils ont intérêt à faire des enfants parce que ça leur permet d'avoir une force de travail qui est gratuite. Il va lui donner juste à manger, alors que s'il va embaucher quelqu'un d'autre, il va lui donner un contrat, il va lui donner un salaire, etc. Et donc, c'est plus cher. Alors, c'est moins coûteux d'avoir un enfant qui obéit et qui va aider ses parents, c'est plus facile. Et donc là, vous voyez que voilà, le nombre d'enfants qu'on va avoir à l'intérieur d'un couple, dans une famille, ça dépend d'une logique et d'un raisonnement économique. Okay? Et on peut encore multiplier les exemples comme ça. Hein. Donc, pourquoi aussi on fait beaucoup plus d'enfants chez nous, alors que les pays européens ils font moins. En plus de ces éléments que je viens d'avancer, eh bien, il y a aussi la question de protection sociale. Chez nous, je vais commencer par l'autre côté. Dans les pays européens, ils ne font pas d'enfants. Pourquoi? Parce que quand les parents ils deviennent vieux, ils ne peuvent plus travailler, ils sont malades, ils ont des problèmes pour bouger, etc. Donc là, ils auront besoin d'argent pour subvenir à leurs besoins. Donc là-bas, il y a la protection sociale, c'est-à-dire il y a la retraite. Ils ont des mutuelles, etc. Ils ont des assurances vie. Donc, toutes ces institutions-là d'assurance, ils peuvent leur payer chaque mois de l'argent pour aller faire leurs achats, pour aller acheter leurs médicaments, etc. Donc, ils n'ont pas besoin de leurs enfants pour leur payer tout ça. D'accord? En revanche, lorsque tu prends un pays comme le Maroc qui est sous-développé, donc, les institutions d'assurance de protection sociale, ils ne couvrent pas toute la population. On a à peu près, pour le système de retraite aujourd'hui, on a 30%, hein, donc qui peuvent avoir droit à la retraite. Et 70% qui travaillent, ils n'ont pas droit à la retraite. De la même manière, les gens qui travaillent, ils n'ont pas beaucoup de contrats, donc ils n'ont pas la CNSS, par exemple. Voilà, donc s'il y a un accident, c'est son problème, et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas de protection sociale, c'est-à-dire il y a une source de revenus. D'accord, en cas d'accident de travail, en cas de vieillesse, en cas d'incapacité de travail. Donc, quelle est ta protection sociale? Ce sont tes enfants, tout simplement. Donc, tu vas faire le maximum d'enfants pour être
garantie assurée qu'ils vont te prendre en charge et ce sont eux qui vont te nourrir, te vêtir, etc. Mais si tu n'as pas d'enfant, donc tu ne peux pas survivre lorsque tu as 60 ans, etc. Qui va t'acheter les médicaments, qui va t'apporter la nourriture, les vêtements, etc. Donc, c'est impossible. Et comme on n'est pas sûr qu'un enfant, il va le faire, bah, si tu veux un seul enfant et il refuse de le faire ou il n'est pas là, etc., donc là, tu vas avoir un problème. Donc, on ne fait pas un seul enfant, on va faire 2 ou 4. Comme ça, s'il y a 1 ou 2 qui ne font pas le boulot, qui ne vont pas prendre soin de nous lorsqu'on va devenir vieux, eh bien, les autres, ils vont le faire. Et donc, ça devient une sorte de garantie. Les enfants, c'est la garantie de protection sociale quand je vais devenir vieux. Et bien évidemment, il y a un travail de préparation psychologique. On dit, voilà, qu'il faut, bien sûr, dans notre religion, on a ça, il faut prendre soin de ses parents, etc. Dans l'éducation, on te transmet le message comme quoi c'est une obligation que tu... Et c'est vrai, hein, je suis d'accord avec ça. Mais voilà, donc Gary Becker, elle t'explique, hein, donc finalement, grâce à ce travail de socialisation, etc., bah finalement, hein, donc on peut expliquer pourquoi parfois on fait beaucoup plus d'enfants chez certaines familles plutôt que d'autres. Donc, ce n'est pas question juste j'aime les enfants. Hein. Économique derrière, d'accord? Très bien. Donc, à côté de la discrimination, à côté de l'économie de la famille, il a parlé aussi de l'économie du crime, hein, donc un domaine qui normalement semble réservé aux psychologues ou aux juristes, etc. Et donc, il expliquait en fait que le crime aussi, on peut lui appliquer le raisonnement économique. Alors, je vais partir d'une petite histoire qui lui est arrivée, véridique hein, d'ailleurs. Il était prof à l'université de Chicago aux États-Unis. Et un jour, il allait passer un examen à ses étudiants. Mais il est arrivé en retard. Enfin, il est arrivé à la fac, à peu près à l'heure, mais il cherchait une place pour stationner, pour garer la voiture, mais il a trouvé le parking de la fac qui était rempli, occupé. Et donc, s'il allait chercher une place à l'extérieur, il va être en retard par rapport à l'examen. Et donc là, il commençait à dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, etc., pour être à l'heure, parce qu'il était très ponctuel. Et il regarde comme ça, à droite et à gauche, et il voit qu'il y a une place qui est libre. C'est une place réservée pour les handicapés. Et normalement, la loi, elle interdit aux gens qui ne sont pas handicapés de stationner hein, donc leur voiture. Donc normalement, s'il le fait, il va pas respecter la loi, il va enfreindre la loi. Donc c'est comme un crime. Le crime, c'est ne pas respecter la loi, bien sûr. Alors, il réfléchissait, il dit, bon, je vais comparer combien ça me coûte si je gare ma voiture sur la place handicapée, c'est-à-dire si je ne respecte pas la loi, combien ça me coûte, et combien ça va me coûter si je respecte la loi. C'est-à-dire que je vais sortir et je vais aller chercher une place qui est très loin, je vais payer aussi la machine, etc. Et donc, il a comparé le coût de respecter la loi et le coût de ne pas respecter la loi. Et donc, voilà, vite fait, il a dit, bah, finalement, peut-être qu'il n'y a personne qui va me voir, etc. Il ne va pas savoir que je suis moi qui a garé ma voiture. Et même s'il va trouver, donc la sanction, elle n'est pas très chère. Donc, je vais garer ma voiture sur la place des handicapés. Donc, il a enfreint la loi. Il n'a pas respecté la loi. C'est comme il a commis un petit crime, d'accord? Et justement, donc, il a garé sa voiture, il est parti, il est passé l'examen, tout s'est bien passé. Et quand il est rentré chez lui, dans son bureau, il a commencé à réfléchir à ce qui lui est arrivé le matin. Il a dit, mais si moi, professeur d'économie, j'ai fait ceci, j'ai enfreint, j'ai fait un petit crime, j'ai commis un petit crime, et j'ai fait ce raisonnement en comparant les coûts et les bénéfices, bah, les criminels aussi, avant de passer à l'acte, c'est-à-dire avant de ne pas respecter la loi, eh bien, ils font le même calcul. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il va dire, bon, l'analyse économique, on peut l'appliquer aussi au comportement criminel. Donc, le criminel, il va passer au crime si et seulement si le bénéfice du crime est supérieur au coût. C'est-à-dire, il va gagner plus en faisant le crime que ce que ça va lui coûter. Alors, qu'est-ce qu'il va gagner? En général, il va gagner de l'argent. Hein, donc, s'il vend de la drogue, par exemple, il va gagner de l'argent. S'il tue quelqu'un, il va lui voler ses bijoux, etc., son argent dans le coffre-fort, il va gagner de l'argent. Bref, de l'argent de manière générale. Le coût, c'est quoi? Ben, il va être emprisonné, donc il peut passer 5 ans, 10 ans, 30 ans en prison, c'est l'attraper, bien sûr. Et deuxièmement, il peut payer des amendes. Donc, il y a des sanctions en termes d'argent. Et donc, il se dit, voilà, le criminel, c'est quelqu'un comme vous et moi, il va comparer combien il va gagner en faisant le crime et combien ça va lui coûter. Si ça lui permet de gagner plus que ça lui coûte, donc il va passer au crime. Alors bien évidemment, il dit sous l'hypothèse
qu'il n'a pas de contraintes morales, d'éthique, etc. D'accord? Donc, il est égoïste, il ne regarde que son intérêt personnel, il n'a pas de contraintes morales, rien du tout, il n'a pas de religion, rien. Donc, il calcule juste le coût et le bénéfice. Dans ce cas-là, il va passer au crime. Au contraire, bien sûr, donc, si le coût dépasse le bénéfice, à ce moment-là, donc, il va renoncer à faire le crime. Alors, au-delà de l'explication du comportement criminel que vous voyez, ça obéit à une logique économique, c'est-à-dire une comparaison de coût-bénéfice. Ce qui est intéressant dans le raisonnement de Gary Becker, c'est quoi? C'est quelle est la politique qu'on va mettre en place pour lutter contre le crime à partir de ce raisonnement. Eh bien, à partir de ce raisonnement, il va proposer la solution. Pour réduire le crime, par exemple, aux États-Unis, parce qu'il est connu par ça, eh bien, il se dit que finalement, on ne peut pas augmenter, parce qu'en général, il y a deux solutions. Pour encourager, pour réduire un comportement, soit tu en réduis le bénéfice, d'accord, soit tu en augmentes le coût. Lorsqu'il devient plus cher, etc., dans ce cas-là, les gens ils vont être découragés, ils ne vont pas le faire. Lorsque le bénéfice aussi baisse, ils ne vont pas être intéressés parce que c'est plus rentable. Alors, elle a dit le bénéfice, je ne peux pas le contrôler, donc je ne vais pas pouvoir agir là-dessus. Il reste le coût. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter le coût du crime. C'est-à-dire, chacun qui va faire un crime, il doit payer très, très, très cher. Alors, comment il va payer très cher? En prison, en termes de prison, par exemple. Donc, on va augmenter la durée d'emprisonnement. Par exemple, si d'habitude, il prend 1 an, il va prendre 5 ans. On va multiplier par 5. La peine de mort. Voilà. Bon, la peine de mort, elle est interdite là-bas, mais enfin interdite suivant les États. Il y a des États qui l'ont interdite, d'autres pas. Mais voilà, donc on va augmenter les durées de prison. On va augmenter le coût des amendes. Si tu payes 10 000 dirhams d'habitude, tu vas payer 30 000 dirhams dans la nouvelle sanction, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, en augmentant le coût de sanction, le coût de prison, eh bien, on va décourager justement les criminels. Et ça, c'est intéressant parce que si on est resté juste dans la logique de le crime, c'est le résultat uniquement de la société, c'est uniquement un problème psychologique, c'est un problème de traumatisme dans son enfance, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs, donc ça influence le comportement des criminels, mais il y a aussi un aspect économique à prendre en considération, surtout lorsqu'on va chercher des solutions. Et vous voyez que là, encore une fois, donc on est dans le domaine d'application de la science économique. Le domaine parce le domaine de la politique. Alors, le domaine de la politique, ce n'est pas Gary Becker qui l'avait investi, mais c'est un autre économiste américain, toujours James Buchanan aussi, et qui expliquait en fait que pour comprendre le fonctionnement de la politique, en fait, il faut le comparer à un marché. Alors, tous les gens, lorsqu'ils ont entendu ça la première, ils disent, mais quel est le rapport entre le marché en général? On vend, on achète et on vend des biens et services. Quel est le rapport avec la politique, etc. Et lui, il expliquait effectivement qu'il y a des acheteurs, il y a des vendeurs aussi sur le marché politique. Il y a une offre, il y a une demande. C'est quoi l'offre? L'offre, ce sont les hommes politiques qui représentent, ce sont les vendeurs en quelque sorte, ce sont les entreprises. Et les acheteurs, les demandeurs, les consommateurs, ce sont les citoyens, les électeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils offrent ces hommes politiques? Lorsqu'il y a les élections, donc c'est un petit peu l'échange, les élections, eh bien, les hommes politiques, ils vont te promettre, ils vont te faire des promesses. On va faire ceci, cela, on va régler tel ou tel problème, etc. Et les électeurs, donc ceux qui vont voter, les citoyens, vous et moi, ce sont les demandeurs. Qu'est-ce qu'on demande? On demande des solutions à nos problèmes. Comment satisfaire nos besoins? On a besoin des écoles, on a besoin des hôpitaux, on a besoin de routes, on a besoin d'emplois, d'accord? On a des écoles. Bien sûr, des écoles, on a besoin d'infrastructures, etc., etc. Et donc, James Buchanan, il t'explique que, voilà, la confrontation entre les promesses des hommes politiques et les besoins des citoyens, des électeurs, va déterminer qui va gagner les élections, tout simplement. Comme, la confrontation entre l'offre et la demande va déterminer qui va acheter quoi et à quel prix. D'accord? Donc, la confrontation entre l'offre et la demande, il va déterminer le prix du marché, à quel prix on va, bien sûr, conclure la transaction et à quelle quantité, etc. Pareil, le marché politique détermine qui va gagner, avec quel programme, avec quelle promesse. Et donc là, on peut multiplier les exemples. Donc, il y a même l'économie de la religion récemment. Donc, le choix de la religion, ça obéit à une logique économique aussi.
Et donc, plein d'applications de la science économique. Donc, ce qu'il faudrait retenir de tous ces exemples que je viens de développer, c'est que la science économique s'applique quand les individus font des choix économiques. Et quand est-ce que je parle de choix économiques? Si le choix est fait dans une situation de rareté et s'il y a un coût d'opportunité. Donc, chaque fois que vous avez ces deux critères, rareté et coût d'opportunité, sachez que vous êtes face à un choix économique. Et donc, à partir de là, on peut appliquer le raisonnement économique. C'est quoi le raisonnement économique? Tout simplement, c'est la confrontation, la comparaison entre les coûts et les bénéfices. Je fais le bon choix lorsque le bénéfice est supérieur au coût. Je fais un mauvais choix lorsque le coût est supérieur au bénéfice. Et quand je parle de coût, ce n'est pas uniquement les coûts comptables, ce que je paye, ce que je dépense. On intègre aussi le coût d'opportunité, comme on avait déjà expliqué précédemment. Donc, voilà un petit peu pour aujourd'hui, pour cette séance. Si vous avez des questions avant de terminer, n'hésitez pas. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. est-ce que vous avez partagé avec nous des TD en micro pour les préparer et pour Alors, les TD, on a déjà fait des TD, enfin, au fur et à mesure, hein, donc, sur le coût d'opportunité. Lorsqu'on va terminer de la partie introduction, on a comme le fichier avec donc, les exemples, les D'accord. D'autre part, كما قلت لكم قبيله في الاول ديال الحصه راه غادي ندير معكم واحد الحصه ثاني يعني supplémentaire. On va faire une séance supplémentaire avec d'autres exercices là le coût d'opportunité, d'accord? Donc lorsque je vais la programmer, là غادي نقول غادي نعطيكم les exercices à l'avance باش توجدوهم, il n'y a pas de problème. D'accord, Okay? monsieur, merci. D'accord. D'accord, monsieur, merci beaucoup. C'est bon? Très bien. Donc voilà, on se Merci, retrouve monsieur. demain. Voilà, toujours à la même heure, bien. Allez, au revoir. Bonne soirée.